Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du MAJ Business Club. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Je suis Maxime Gauthier, je suis fondateur de MAJ et j'ai le plaisir de vous retrouver pour certains, puisqu'on s'est déjà vu lors de cette première édition. Alors vous le voyez autour de vous, il y a des nouveaux visages. C'est le principe, on est français, on est à Dubaï ou belge, on est francophone en tout cas, et on n'est pas forcément à Dubaï tout le temps, donc c'est tout l'intérêt, on va pouvoir découvrir de nouvelles personnes à chaque événement. Alors ce soir, pour entrer dans le vif du sujet, la thématique, une masterclass organisée par 3 experts, puisque vous avez une petite surprise. Alec Henry, Oussama Ammar, Sophie Julie, qui est une experte également, qui possède une agence spécialisée dans le personal branding. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir. Un petit mot, très important. Après cette conférence qui va durer 45 minutes, 1 heure, on va avoir un moment dédié au networking. Donc l'idée, ça va être de faciliter un petit peu les rencontres. On le sait, c'est pas facile, dans un temps réduit, de pouvoir rencontrer le maximum de personnes. Et pour ce faire, on a une petite spécificité chez MAJ. On a un son d'une cloche. Voilà. Lorsque vous allez entendre ce son, on va vous demander d'arrêter la discussion que vous aviez et de vous tourner vers la personne à côté de vous que vous ne connaissez pas, ne trichez pas, et de vous présenter mutuellement. Et de la sorte, on va pouvoir faciliter, optimiser ce temps pour que vous puissiez rencontrer le maximum de gens qui puissent être intéressants. Vous le verrez, il y a beaucoup de beau monde ce soir. C'était un plaisir de partager ce petit moment sur scène avec vous. Faites un tonnerre d'applaudissements à Monsieur Alec Henry, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, s'il vous plaît. Bon, ça fait plaisir en tout cas d'être ici. Ça fait plaisir également de voir différents visages. C'est vraiment cool. J'espère que tu vas bien toi aussi. J'espère que tu vas bien toi aussi. J'espère que tu vas bien toi aussi. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien. Et merci Maxime pour ces applaudissements. Mais je pense qu'on peut surtout applaudir Maxime aussi et Violaine pour l'organisation. Donc, ce qu'on va faire ce soir, c'est essayer de vous délivrer un maximum de valeur, que ce soit Sophie, Oussama et moi-même, et on s'est réparti les rôles en 3 phases. Première phase, vous expliquer la puissance du personal branding. Parce que moi, par exemple, à l'école, lorsque j'ai démarré, je sais pas vous, mais j'étais un peu un cancre. Pourquoi j'étais un cancre? C'est pas parce que j'avais pas de capacité, c'est juste que je ne savais pas pourquoi j'étais là. Je n'avais pas de sens à ma présence dans cette classe face à ce livre, face à ce bouquin, face à ces éléments. Et donc, lorsqu'on donne un sens à quelque chose que l'on apprend et qu'on va pouvoir l'appliquer pour pouvoir avoir un résultat qu'on désire avoir, tout prend du sens et tout prend de la valeur. Ensuite, une fois que vous aurez compris la puissance du personal branding et pourquoi c'est essentiel, en tout cas selon moi, quel que soit le business que vous avez, Oussama va vous expliquer différents points qui fait qu'il est le hashtag le plus vu et le plus utilisé de TikTok sans avoir de compte TikTok. C'est quand même beau. C'est quand même beau parce que moi je galère à faire des TikTok tous les jours et je suis loin d'être le plus vu par exemple. Donc faut quand même mettre l'église au milieu du village. Donc c'est un des éléments qui va vous apporter. Et ensuite Sophie qui fait partie de ces personnes de l'ombre, même si elle est de plus en plus visible, qui savent mettre en lumière l'expertise et la personnalité des autres. Et je vous invite à échanger avec elle parce que c'est absolument brillant tout ce qu'elle va pouvoir vous apporter. Donc, pour commencer, j'avais envie de vous poser une petite question. Qui ici prospecte? Qui ici prospecte ou met des actions pour acquérir de nouveaux clients dans sa boîte? Levez la main, quasi tout le monde, et c'est normal. Qui ici, du coup, a conscience de la puissance du personal branding? Ok, gardez la main en l'air. Gardez la main en l'air. Qui l'exploite efficacement?
Ok, il y a beaucoup moins de gens. Et qui, par contre, veulent l'exploiter efficacement, mais ont déjà repoussé plusieurs fois le fait de tourner une vidéo, le fait de créer un compte XYZ, le fait de mettre en place des actions concrètes pour contribuer à ça et avancer dans cette tâche. Levez la main, soyez honnêtes, on peut entre nous. Il y a beaucoup plus de gens. Ok, donc je vais vous donner une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tout le temps que vous avez utilisé pour prospecter jusqu'ici, vous auriez pu l'utiliser pour créer votre personal branding, et vous n'auriez pas juste eu plus de résultats que vous avez déjà grâce à votre prospection, mais vous auriez en plus créé un asset quasiment inestimable qui fait que vous avez de la valeur en tant qu'individu. Pas juste pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes. Et ça change absolument tout. Et ça vient contribuer à valoriser aussi votre business et votre présence. Pourquoi ? Très simple. Je vais vous parler d'une méthode qui est connue et qui n'est pas du tout inventée par moi-même. Je ne sais même pas par qui elle a été inventée, pour vous dire. Un mec aux États-Unis ou un mec je ne sais où, qui est la méthode KLT. Donc c'est quoi ? C'est No, c'est KLT. Quelqu'un la connaît ? Adam, tu la connais ? Ah ! Quelqu'un la connaît ou pas ? KLT, tu la connais ? Non ! Tu la connais ? Bon, j'ai bien fait de choisir ça parce que c'est qui me disait ça avant ? Je crois que c'est Sophie. Non mais tout le monde connaît ça de toute façon. Tu vas pas leur parler de ça ? Samba, tu te souviens ou pas ? Bon, KLT, Know, Like, Trust. Ok ? Connaître, aimer, faire confiance. C'est le processus de base qu'un prospect, qu'un individu doit avoir pour pouvoir acheter à un moment donné votre produit, quel que soit votre produit, votre prestation. Que tu fasses du e-commerce, que tu fasses de la prestation de service ou que tu fasses peu importe, connaître, aimer, faire confiance. Et pour ça, en fait, je vous prends un exemple concret. Je ne suis pas allé chercher bien loin, j'avoue, c'est moi l'exemple concret. Bon, pendant à peu près 2-3 ans, de 2019 à 2021, 2018-2021, pardon, j'ai dépensé beaucoup d'argent en publicité, en visibilité. J'ai fait énormément de vidéos YouTube, j'ai fait énormément de trucs sur Instagram, j'ai bossé avec plein de prestataires. J'ai eu des millions et des millions et des millions d'impressions de mon visage dans le fil d'actualité de différentes personnes. J'ai été très vu en francophonie. Puis ensuite, pour différentes raisons, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de vivre pour partager plutôt que de partager ce que je vivais. J'en ai eu marre d'être une sorte d'image et d'effigie qu'on placardait partout pour essayer de la commercialiser. Pour 2 raisons. La première, un ras-le-bol lié à mon parcours de vie, lié à l'entrepreneur que je devenais, la personne que je devenais, l'évolution que j'avais. Et la deuxième, c'est parce que j'incarnais de moins en moins ce message et je lisais plus un script et j'étais plus un pantin d'un outil, un objet, une stratégie marketing plutôt que moi-même. D'où le fait d'avoir du sens à chaque fois dans ce que vous faites. Et là, du coup, j'ai complètement arrêté. Tout. Plus une vidéo YouTube, plus une publication Instagram, plus une story Instagram, plus une publication sur LinkedIn, pas un seul TikTok sorti, rien. Rien de rien. Couper toutes les publicités Facebook, toutes les publicités YouTube. On est passé de dépenser entre 100 et 250 000 euros par mois cumulés en publicité sur toute régie confondue à littéralement 0. Au point où on n'était même pas inquiet d'avoir perdu nos pixels Facebook, etc. Et on aurait pu se dire, bah, c'est la fin. Il n'y a plus de business. Il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus de clients qui toquent à la porte. Il n'y a plus d'argent qui rentre. Il n'y a plus personne qui s'intéresse à moi. Bah non. Au contraire. Pendant cette phase-là, j'ai jamais eu autant de sollicitations de toute ma vie. J'ai jamais eu autant de messages privés et de gens qualifiés, hautement intéressés de toute ma vie. J'en avais aussi à l'époque, mais beaucoup plus de touristes, de curieux, etc. aussi. Ce que je veux dire par là, c'est pas arrêtez tout, supprimez tout, ne faites plus de pub et aucune publication, vous verrez, c'est magique. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais mis en place des actions à un certain moment qui fait que, même différé dans le temps, on continue à récolter des fruits.
Et c'est ça la puissance du personal branding. Finalement, ce que je vous résume ici, c'est que les gens créent une attache émotionnelle telle qu'ils ne vous oublient pas. Parce que c'est plus une question de vous êtes dans leur cerveau parce qu'on aime bien Coca-Cola ou on aime bien Mage, mais vous êtes dans leur cœur. Parce que vous vous souvenez que, non pas Mage, mais Maxime a organisé cette soirée pour vous permettre de rencontrer et d'échanger différentes personnes. Non pas entrepreneurs.com vous a donné une stratégie, non, Alec Henry vous a aidé à changer votre vie par rapport à ça. Et ça, c'est important. Et c'est à chaque fois comme ça qu'il faut raisonner. Vous travaillez l'émotion, le cœur des gens et vous les marquez au plus profond de leur être quand vous faites un personal branding qui est fort, qui est puissant et qui vous ressemble. Donc, une fois qu'on sait ça, et j'ai pris conscience de ça, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, je vais continuer à le développer et je vais reprendre dans la lignée. Mais par contre, je vais du coup réussir à être aligné à ce que je veux faire, même si je déteste ce terme aligné, je vais être aligné à ce que je veux faire et qui je suis aujourd'hui, et surtout, je vais supprimer tout ce que j'aime pas faire, je vais le déléguer, je vais le structurer différemment, je vais faire en sorte de mettre en place les bonnes stratégies, de mettre les bonnes personnes aux bonnes places et faire en sorte d'aller chercher des bons résultats. Et pour ça, je vais laisser du coup Oussama et Sophie vous expliquer tout ça étape par étape. Merci pour votre attention. Bonsoir. Très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Salut, tu vas bien? Donc moi, je vais vous parler d'un autre aspect du personal branding. Parce que, comme vous pouvez le voir, Alex, c'est un peu mon antithèse. Déjà, lui, sa chemise, elle est repassée. Et Alex, il a beaucoup réfléchi à son personal branding, quand moi, je l'ai beaucoup subi. Comme il disait, je fais des millions de vues sur TikTok, mais j'ai pas de compte TikTok. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai fait une seule chose moi, en personal branding, c'est que j'ai tourné des vidéos sur YouTube pendant des années. Puis après, il y a des petits malins qui ont coupé ces vidéos, dont un type là qui s'est, voilà, lui là-bas, qui est venu me voir et me dit « Ouais, c'est moi qui a coupé ton premier Reels. » Quel enfer. Et en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir à la question de la perception, de l'image, etc. Donc, moi, j'aimerais vous dire deux choses. Le personal branding, c'est formidable, ça rapporte plein d'argent, ça crée de l'attention, etc. Mais ça vaut rien par rapport au branding d'une boîte. Si vous arrivez à avoir une boîte qui inspire plus la confiance qu'une personne, vous allez être beaucoup plus riche que n'importe quel mec qui a du personal branding. Donc le personal branding, c'est rarement un bon choix stratégique. Mais il y a des gens, c'est plus fort qu'eux, où qu'ils soient, ils ont besoin de faire le malin. Et moi, c'est comme ça depuis que je suis à l'école. L'une des raisons pour lesquelles j'ai une telle marque sur Internet, c'est parce que j'incarne les 3 règles de l'Internet. Ne jamais douter de rien, dire beaucoup de conneries, et surtout, ne jamais avoir peur. Quand vous avez ces 3 choses, vous êtes viral sur Internet. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens dans cette salle, déjà, vous ne pourrez jamais dire ce que vous pensez vraiment. Vous en êtes incapable. Vous venez à un genre de soirée, vous dites des choses, mais ce que vous pensez réellement, la plupart du temps, c'est complètement inaccessible. Par exemple, j'ai dit en public que je prenais des avions pour manger des steaks, puis on est venu me voir, on m'a dit « Ah là là, la planète, le machin et tout ». D'ailleurs, c'est surtout des gens à Dubaï qui m'ont dit ça. Parce qu'en fait, l'incohérence des gens et l'incapacité des gens à être honnêtes vis-à-vis d'eux-mêmes, elle est infinie. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de personal branding. Parce que ça se résume en un mot. Ils sont chiants. 99% des gens sur Terre sont chiants. Ils sont chiants parce qu'ils n'ont pas de courage. Ils n'ont pas le courage de dire ce qu'ils pensent, ils n'ont pas le courage de dire ce qu'ils veulent, et ils n'ont pas le courage de vivre librement. Et donc, en fait, vous pouvez faire toutes les théories que vous voulez sur le personal branding, etc. Mais la vérité, c'est que sur Internet, il y a une seule règle qui fonctionne, c'est de prendre des risques. Et d'ailleurs, je pense qu'instinctivement, nous tous, on apprécie énormément les gens qui prennent du risque. Prenez les plus grandes personal brands du monde. Oprah, Trump, Naval dans le monde des startups, etc. C'est des gens qui ont leurs cicatrices
en public. Ce pas des gens qui essaient d'être plus parfaits qu'ils ne le sont, etc. D'ailleurs, très souvent, lorsqu'on a un personal branding qui est fake, qu'est-ce qui se passe? Internet finit toujours par le casser. Vous finissez toujours par dire la phrase qui ne va pas. Vous finissez toujours par être dans la situation qu'il ne faut pas. Et vous finissez toujours par faire une erreur. Et je pense que c'est la plus grande différence entre le monde des années 80 et le monde d'aujourd'hui. Et je vais finir là-dessus, comme ça on pourra réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui se passait avant dans le monde? Il y avait des gatekeepers. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui contrôlaient la perception de l'information et qui contrôlaient la façon dont les gens étaient perçus. En gros, si vous vouliez passer à la télé, il fallait coucher. C'est pas pour rien que cette génération a la plus grande liste de scandales sexuels de l'histoire de l'humanité. Hein. C'est tout simplement parce qu'ils étaient dans une position de pouvoir tellement absolue pour faire accéder aux choses que les gens étaient prêts à toutes les dingueries pour pouvoir accéder aux choses. Et puis Internet est apparu. L'apparition d'Internet, c'est pas juste l'apparition d'une technologie, c'est une transformation profonde de la façon dont on consomme les choses. Et on est passé d'une société qui avait une centralisation de la permission à une société qui est permissionless, où il n'y a plus besoin de demander la permission. Si vous avez envie de parler sur Internet, vous parlez sur Internet. Si vous regardez les 15 derniers articles qui ont été écrits sur moi dans la presse française, c'est quoi le point commun narratif à tous ces articles? C'est que les types en peuvent plus. Ils en peuvent plus de me voir. Ils ont envie que je me taise. Ils ont littéralement envie de me refuser le droit de parler. Mais le problème, c'est que personne sur Internet peut refuser le droit de parler de quelqu'un. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a toute une génération de gens qui ont pu aborder leurs clients en direct, sans aucun intermédiaire, sans aucun filtre. Et ça crée une toute nouvelle génération de personal branding, de gens qui sont antifragiles. En fait, à chaque fois que j'ai un scandale, j'ai toujours les 3 phases. Je commence à être habitué. Je ne sais pas comment je fais d'ailleurs. Des fois, je me dis, mais je le cherche ou quoi? Phase 1, les gens ont peur. Donc, les gens vous regardent, ils vous disent « Ah, ça a l'air dur cette fois quand même ». Et donc, ils imaginent que votre vie est finie. Parce que tout le monde dit du mal de vous, etc. Sauf que vous, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pendant que tout le monde dit du mal de vous, votre entourage se radicalise. Moi, chaque bad buzz, ce qui m'a fait peur, c'est jamais mes haters. Moi, je suis plutôt du genre à les trouver sympathiques, mes haters. Franchement, ils font de la peine. Ils ont tous l'air fans de tuning. Je sais pas, j'ai vraiment beaucoup de mal à avoir autre chose que de l'empathie pour eux. Mais ce qui me fait peur, c'est mes fans. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un bad buzz, ils se radicalisent un peu plus. Ils sont un peu plus dingues. C'est-à-dire que je suis passé de Oussama dit des trucs intéressants à Oussama est Dieu sur Terre. C'est-à-dire que maintenant, les types sont tellement en guerre permanente dès que mon nom est cité, qu'ils sont dans le rajout pour défendre ma probité. Non mais attends, c'est pas le chef Yakuza, c'est les Yakuza même qui l'ont salué à l'aéroport de Tokyo. Et en fait, le problème, c'est que cette guerre permanente, en fait, c'est le leverage de l'Internet. Internet a permis tout le monde d'aller à la baston. Et je reviens à ce que je vous disais au début. La plupart d'entre vous, ce soir, à cette soirée, n'oseront jamais dire ce qu'ils pensent. Mais par contre, anonymement sur Internet, alors là, yallah, tout le monde se lâche, les amarres lâchent. Et l'anonymat sur Internet a créé quelque chose d'incroyable, c'est qu'elle a donné la voix à tous les gens qui, dans leur quotidien, ne pouvaient pas avoir cette voix. Et donc, que ce soit pour défendre une cause ou pour attaquer une cause, ils ont simplement besoin d'être addicts à la cause. Et donc, le vrai instrument du personal branding, et c'est pour ça que le personal branding, c'est quelque chose de minoritaire, pas courant, pas fait pour tout le monde, c'est simplement de susciter la guerre permanente, de tous contre tous. C'est la technique que 100% des gens qui ont un personal branding sur Terre utilisent. D'ailleurs, le problème, c'est que ça devient addictif. Par exemple, moi, maintenant, ça m'amuse de lancer des polémiques. Si vous me suivez sur Instagram, j'aurais pas dû le faire, ça. Mais récemment, j'ai posté un triangle, un porte-clés triangle, parce que ma nièce m'a offert un porte-clés Harry Potter. Vous savez, le symbole des Deathly Hallows, là, avec le triangle, machin. Et j'ai dit, ça y est, je suis membre. En fait, c'est juste tentant.
C'est-à-dire quand vous êtes dans ma position, vous vous dites bah, j'ai une formation à vendre, j'ai besoin de quelques vues. Allez, on va parler des Illuminati. Et ce qui est fou, et pensez à ça, c'est que le drame d'Internet, c'est pas que quand vous dites quelque chose, il y a quelqu'un de pas d'accord avec vous. Le vrai drame d'Internet, c'est que quoi que vous disiez, il y aura toujours un mec d'accord avec vous. Et ça, c'est beaucoup plus dingue. Merci. Pulling out the coupe at the lot. Tony fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voulais remercier Max de m'avoir invité et de me permettre de sortir de ma zone de confort, vraiment, parce que, comme il a dit, j'ai une agence de personal branding et en fait, je suis quelqu'un qui est vraiment dans l'ombre. Je suis derrière, j'ai pas l'habitude, en tout cas, de monter devant autant de personnes, donc soyez clément. Merci. Merci. Alors, tout d'abord, contrairement à Alec et Oussama, je ne suis pas quelqu'un de très connu, donc je vais quand même commencer par me présenter rapidement, puis ensuite on parlera du personal branding en lui-même. Donc je m'appelle Sophie, j'ai 25 ans, et puis j'ai créé mon agence de personal branding il y a 2 ans. Et ce qui est marrant d'ailleurs pour la petite anecdote, c'est qu'il y a 2 ans, quand je parlais du personal branding, personne ne savait ce que ça voulait dire. Enfin, les entrepreneurs, quand je leur parlais, 99%, ils comprenaient, on n'est pas bête, on entend personal, on entend branding, on sait ce que ça veut dire, mais sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Et c'est fou de voir qu'aujourd'hui, 2 ans après, on est tous là, réunis, et on connaît tous l'importance du personal branding, et ça, je voulais le noter. Donc voilà, du coup, j'ai créé mon agence, j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs à développer leur visibilité, leur personal branding, leur croissance personnelle et sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, pour rapidement, en termes de résultats, on a été capable d'amener... on dit souvent en fait que dans l'agence, on crée des personnalités. Pourquoi ? Parce qu'on prend des entrepreneurs qui, sur le papier, peut-être que personne ne miserait sur eux. Ils ont 1000 abonnés, ils viennent de se lancer, puis on les emmène à 100 000 abonnés. Ils passent de 0 vente à... des dizaines de ventes par-dessus, c'est des formations, donc des gros chiffres en tout cas par mois. J'ai certains de mes clients qui sont passés de 100% de publicité à complètement arrêter la publicité, tellement en fait pour eux l'organique ça fonctionnait bien et en particulier utiliser leur personal branding, dont par exemple un de mes clients qui fait plus de 100 000 € de chiffre d'affaires simplement grâce à son personal branding. Et des entrepreneurs... C'était pas des entrepreneurs nécessairement à succès. J'ai travaillé avec absolument tout type d'entrepreneurs, qu'ils soient dans la crypto, dans l'e-com, dans l'immobilier, dans le sport, dans tout en fait. Donc voilà, c'est tout pour la petite introduction. Passons au vif du sujet. Ce que je voulais commencer par dire au niveau du personal branding, c'est 2 choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de règles. Et ça, c'est la plus grosse difficulté pour tous les entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'on nous a appris à l'école, même dans les formations qu'on suit ou si on a fait du marketing, à avoir une recette, à avoir un plan, à savoir exactement, ok, je vais réfléchir, je vais analyser, ça plus ça égale ça. Ben, en personal branding, ça ne fonctionne pas comme ça. En personal branding, on peut être très clivant, comme Oussama Ammar, et ça peut très bien fonctionner, mais contrairement aux idées reçues, c'est pas parce qu'on est clivant, que nécessairement ça va fonctionner. Au contraire, on peut réunir. Et ça fonctionne aussi très bien. Et on peut être comme Alec, avoir une image très, très lisse. Moi, je la trouve très lisse, son image. Être quelqu'un qui est clean, en tout cas. Et ça peut aussi fonctionner. Et on peut être comme moi, très, très introverti et très timide, et ça peut quand même fonctionner. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'il n'y a pas de règles et que c'est très dur de développer son personal branding parce que on a tous des personnalités différentes et forcément, contrairement à des techniques marketing où on a juste à regarder ce qui a marché chez quelqu'un d'autre, on se positionne par rapport à ça et ça fonctionne. En personal branding, on ne peut pas faire ça parce que on a tous des personnalités différentes et que forcément, la grosse difficulté, du coup, c'est justement d'ajuster avec sa personnalité. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le marketing, on part d'une audience. On va cibler une audience et on va définir sa stratégie en fonction de l'audience qu'on va cibler.
Alors qu'avec le personal branding, c'est l'inverse. On part de soi et ensuite on décide à qui on va parler. Et c'est comme ça qu'il faut du coup travailler son personal branding. La deuxième chose que je voulais vous dire, donc la première c'est qu'il n'y a pas de règles, et la deuxième c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais personal branding. Et il y a un exemple que je prends souvent pour expliquer ça, c'est, vous savez, ces entrepreneurs sur Internet qu'on voit à Dubaï, qui ont un super lifestyle, qui montrent leurs belles voitures, leurs belles choses, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très controversé. Je ne sais pas vous, mais je vois souvent des gens qui disent qu'ils n'aiment pas ce genre de contenu, que ça fait gourou. Et il y en a d'autres qui adhèrent complètement avec ce genre de contenu. Et donc, d'un point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas, il vous dit ça, c'est pas un bon personal branding, ça c'est un bon personal branding. Mais comment on juge ça ? Comment on juge si c'est un bon ou un mauvais personal branding ? Parce que le personal branding, c'est quoi ? C'est lié à votre personnalité. On peut ne pas aimer votre personnalité, d'accord. Oui, on peut ne pas vous aimer, on peut ne pas raisonner avec vous, c'est possible. Mais on ne peut pas dire que quelqu'un a un bon ou un mauvais personal branding. Les limites qu'il va y avoir, c'est par exemple quand une entreprise, vous savez, ça fait 40 ans qu'elle déverse des déchets dans le lac à côté. Bon, on peut, humainement, logiquement possible, on ne peut pas approuver ce genre de choses. C'est pareil quand on a, avec le personal branding, c'est similaire. Mais c'est tout. On ne peut pas dire que quelque chose, on a un bon ou un mauvais personal branding. Et donc, pour revenir justement à mon exemple de ces personnes-là qui ont un lifestyle très extravagant et qui le montrent sur les réseaux sociaux, qui en particulier sont des entrepreneurs, et qu'on me dit que ce n'est pas un bon personal branding, et moi j'ai des clients comme ça, j'accompagne des clients comme ça, j'ai des clients en tout genre, mais j'en ai comme ça. Et je dis, mais ces clients-là, ces personnes-là, qui est-ce qu'elles vont cibler ? C'est ça la question à se poser. Si elles ciblent les personnes qu'elles veulent cibler, alors c'est un bon personal branding. Et souvent, donc je prends l'exemple d'un de mes clients qui a un personal branding sur les réseaux sociaux, qui met beaucoup en avant son lifestyle, sa richesse, ce genre de choses, et qui apporte très peu de valeur. Vous savez, cette valeur d'apporter de la valeur concrète, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, il s'adresse à comme on dit, des mecs de quartier. Il s'adresse à une catégorie de population très populaire, et sans parler de stéréotypes, et sans parler d'éthique, je ne parle pas de tout ça, et ça marche. Et ça marche très très bien, parce qu'il sait qui il est aligné avec qui il sait à qui il s'adresse, et ça fonctionne. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais personal branding, parce qu'à l'inverse, si on décide de donner beaucoup de valeur, de donner toute sa connaissance, vous savez, on vous dit souvent donner de la valeur, et si on décide de donner toute sa connaissance, on va parler aussi à un type de personne qui a besoin de ça pour être rassuré, qui a besoin de ça pour se reconnaître en ce que vous faites. Donc voilà, ça c'était les deux choses que je voulais aborder par rapport au fondement du personal branding, et vous donner quelques clés si demain vous décidez de travailler votre personal branding, pour vous aider des étapes, en tout cas pour commencer. La première chose que je vous dirais, c'est que pour développer son personal branding, je sais que ça va paraître bateau, mais il faut apprendre à se connaître. Et apprendre à se connaître, dit comme ça, la majorité des gens pensent qu'ils se connaissent, mais en fait, je ne sais pas vous, mais apprendre à se connaître, c'est quand même le travail d'une vie. On change, toute sa vie, on cherche à en savoir plus sur qui on est réellement, toute sa vie. Pour moi, c'est le travail d'une vie d'apprendre à se connaître. Et c'est ça, en fait, toute la difficulté avec le personal branding. C'est que comment est-ce que vous voulez mettre en avant les bonnes choses si vous ne savez pas qui vous êtes réellement, ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui vous différencie? Votre histoire, votre personnalité, et comment ensuite mettre tout ça en avant? Donc c'est un long processus de réflexion, et c'est pour ça que développer son personal branding, c'est pas facile, encore une fois. Donc, commencez par chercher à trouver ce qui vous différencie, ce qui vous rend unique, qui vous êtes réellement, pour pouvoir ensuite le mettre en avant. Trouver des moyens ensuite de le mettre en avant. Et la deuxième chose du coup à faire, c'est alors ça c'est quelque chose qui est commun aussi à l'entrepreneuriat de manière générale, c'est qu'il faut être aligné. Il faut être aligné, pourquoi ? Parce qu'il faut être cohérent. C'est comme tout en fait dans l'entrepreneuriat. Si vous devez mettre un plan d'action en place et que vous ne savez pas où est-ce que vous allez, forcément vous allez être moins efficace. Donc c'est très important d'être cohérent. Et la troisième chose, c'est qu'il faut, alors ça va paraître bateau encore une fois, mais il faut avoir confiance en soi. Parce que comme Oussama disait tout à l'heure, il y a la majorité des gens qui n'oseront jamais dire ce qu'ils pensent vraiment. Sauf que ça ne fonctionne pas. Peu importe quand les gens soient d'accord ou pas d'accord avec vous, on ne cherche pas à attirer tout le monde, et ça c'est la base du marketing, on cherche à attirer les personnes qui vont résonner avec ce qu'on veut montrer. Donc
il faut prendre confiance en soi et dire les choses pour que ça fonctionne. Donc voilà, je pourrais encore en parler pendant longtemps, mais le temps passe vite et ce sera tout pour moi. J'espère que ça vous a éclairé en tout cas. Donc là, normalement... Ah. Ok, je reprends la main. Donc là maintenant, le programme prend place, cher ami. On va tout simplement répondre à vos questions, éventuelles questions. On va rebondir du coup sur ce qu'on a pu vous partager. Comme à la maison, hein, à l'aise. Et est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont des questions, des choses sur lesquelles vous voulez revenir, que ce soit pour Sophie, que ce soit pour Oussama ou moi? On a 10-15 minutes. Max nous laisse la salle pour échanger. Ouais. Ça commence. Bonjour, bonjour. Bon, moi, je suis pas du tout dans le personal branding, donc peut-être que mes questions vont paraître un peu loufoques ou hors de propos. Alors, niveau personal branding, donc ce que j'en conclus, c'est qu'il faut avoir une image bien à soi, etc. Être clivant ou pas clivant, ça n'a pas d'importance. Mais quand vous démarrez dans le personal branding, et tu m'en as parlé, toi, tu avais arrêté la pub. Vous commencez comment en faisant du personal branding s'il n'y a pas une pub et si vous êtes vu de personnes? Comment vous arrivez à attirer les premières personnes si vous ne lâchez pas en pub pour commencer, si vous n'avez pas d'image? Désolé, hein, toi, j'y connais rien. Donc, Non, c'est une excellente question. C'est une excellente question, surtout pour les personnes qui peut-être n'auraient pas forcément le budget pour démarrer avec de la pub, ou alors pour d'autres qui seraient dans des niches qui vont plus attirer la haine qu'autre chose avec de la pub s'il n'y a pas une image déjà créée en amont. Je pense que la meilleure personne pour répondre à ça, c'est Sophie, vu que tu mets en place beaucoup de stratégies organiques autour de ça. Ouais. Je vais pas voler tes compétences, hein, clairement, tu les maîtrises. Non, ce que tu as dit, c'est très pertinent. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que il ne faut pas miser tout sur le personal branding. Moi, je ne recommande pas ça du tout. Pourtant, c'est mon expertise. Il faut voir le personal branding comme dans un écosystème global, un des piliers de communication parmi d'autres. Tu as la pub, tu as le personal branding, tu as tous les canaux. En fait, c'est comme tout. Si vous voulez vendre si vous êtes sur le plus de plateformes possible, tant mieux pour vous en fait. Et donc c'est une très bonne porte en fait d'accès justement pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans la pub. Ça c'est vrai. Et du coup, le moyen de commencer, forcément, quand on lance son personal branding, on n'est pas tout de suite rentable. Il faut avoir la vision long terme, ça met du temps et c'est pour ça qu'il faut rester constant. Mais par contre, les effets cumulés, les effets sur le long terme sont énormes. Donc, commencer par faire son personal branding et faire d'autres choses en même temps. Et en fait, le tout viendra au fur et à mesure. Ouais. Ok. Je vais te donner un tout petit conseil par-dessus, parce que j'ai énormément de gens qui me posent cette question en call. Et en fait, moi, le conseil que je donne, c'est un format, un canal d'acquisition et un seul endroit. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que les gens veulent démarrer, ils veulent faire un compte Insta, un compte Twitter, un compte LinkedIn, un compte TikTok, je sais pas quoi. Et en fait, ça marche pas comme ça. Il y a un réseau qui est compatible avec vous. Peut-être que vous êtes plus à l'aise en vidéo, peut-être que vous êtes plus à l'aise à l'écrit. Parce qu'on parle beaucoup des personal branding vidéo et tout, mais il y a des personal branding de niche hors du commun. Par exemple, sur Twitter, il y a des gens qui sont suivis par très très peu de gens, mais qui délivrent une valeur folle parce qu'ils sont extrêmement consistants sur Twitter. Donc un canal, un médium, un style, et ne pas en sortir tant qu'on ne l'a pas poncé à fond, quoi. Ok, désolé, encore une question. Donc, admettons je commence de zéro, d'accord? Admettons j'ai pas de budget. Concrètement, vous me conseillez quel canal pour commencer? Parce que par exemple, Instagram, quand on arrive sur Instagram, pour avoir de la visibilité sur ce réseau, c'est très compliqué. TikTok, c'est plus simple, pas de souci, mais le problème, c'est difficile de fidéliser. Donc, vous commencez par quel réseau? Je pense que c'est la pire façon de réfléchir. Par exemple, quand tu dis Instagram, c'est compliqué, c'est pas vrai. Instagram, c'est compliqué si tu fais la même chose que tout le monde. Mais si tu donnes du contenu de valeur de très grande qualité, ça va super vite. Tout le monde est obsédé par les algos, tout le monde est obsédé par le gros hacking, tout le monde est obsédé par la petite technique, le truc, il faut poster à 17h, parce qu'à 17h30, il y a moins de trafic.
Les gens qui font du vrai contenu intéressant, ils en ont rien à foutre. Ça marche pas comme ça. Les gens qui ont des choses intéressantes à dire, les plateformes les poussent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de l'engagement. Par exemple, en ce moment, je suis sur Instagram un physicien qui fait une fois par jour, depuis 5 ans, une vidéo de physique quantique. Il a l'air d'avoir la... Enfin, je suis remonté dans son compte jusqu'au début. Il a posté pendant 1 an des vidéos à moins de 10 vues. Moins de 10 vues par vidéo. Mais je pense pas qu'il l'a fait parce qu'il voulait des vues. Je pense qu'il l'a fait parce que c'est sa routine tous les jours de faire sa vidéo de physique quantique. Aujourd'hui, la moindre vidéo, il fait plus d'1 million de vues. Et donc, je le suis. Le pouvoir des algorithmes me donne des suggestions de gens qui analysent le phénomène. Et là, je tombe sur des vidéos de mecs qui disent « Tu veux la même réussite que lui, machin ?» Et en fait, je suis sûr que ces types-là, ils comprennent pas, en fait, le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est la passion. D'ailleurs, les meilleures stratégies de contenu sont personnelles, elles sont masturbatoires. Faut pas le faire pour les autres, faut le faire pour soi. Et c'est parce qu'on prend un plaisir immense que les gens on connectent, délivrent, etc. Mais dès que tu commences à réfléchir en disant c'est quoi la meilleure plateforme, etc., autrement que par l'angle quel est le meilleur endroit pour moi, eh ben ça fonctionne pas. Je rajouterais juste quelque chose rapidement pour dire qu'il faut aussi comprendre qu'avoir un bon personal branding, parce que c'est ça la question, qu'est-ce qu'un bon personal branding, ne veut pas dire nécessairement avoir beaucoup de vues. On passe, tant que si quand tu développes ton personal branding, tu veux développer une image, tu as une image en tête. Et si tu poses la question à cette personne, une personne autour de toi, et quelle image j'ai, et que la réponse c'est bien l'image que tu as en tête, alors tu as un bon personal branding, peu importe le nombre de vues que tu vas avoir. Moi j'ai des clients qui ont moins de 10 000 abonnés, allez, même moins de 5 000, qui gagnent énormément d'argent juste avec Instagram parce que ils ont un personal branding fort. Donc à bien comprendre qu'il ne faut surtout pas s'intéresser aux vanity metrics. C'est très bien de faire des millions de vues, moi je sais le faire, mais c'est pas ça qui fait qu'on a un personal branding fort. Et je finirai sur ça. Ouais. Donc moi ma question, elle va un peu à l'encontre de tout ce dont on parle maintenant, mais comment grossir sans personal branding ? Ah, ça c'est ma question préférée. La majorité des boîtes sur Terre grossissent sans personal branding. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on sous-estime à quel point le storytelling des boîtes est tellement plus drôle à bâtir que le storytelling personnel. Souvent, la confusion qu'on fait, c'est que les storytelling personnels sont incarnés dans le réel, et donc ils sont fascinants. Souvent, les gens qui sont attirés par le personal branding sont des gens qui ont quelque chose à dire. Donc, s'ils ont quelque chose à dire, c'est parce qu'ils ont fait des choses dans leur vie. S'ils ont fait des choses dans leur vie, c'est qu'ils ont quelque chose de décalé. Mais c'est une illusion. Regardez, on connaît tous Blanche-Neige. On connaît tous les personnages de Walt Disney. Ils n'existent pas. Et pourtant, ils ont des personal branding de malades. Et ils ont des cohérences d'existence complètement dingues. Et le royaume de l'imagination, c'est un royaume beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus puissant. Et il faut le traiter exactement comme une personne. D'ailleurs, le conseil le plus structurant que je donnais aux entrepreneurs de The Family, année après année, c'était d'incarner leur boîte dans une personne. Je leur disais d'imaginer un visage, un style, etc. Simplement pour ressentir émotionnellement quelle était leur boîte. Est-ce que leur boîte est snob ? Est-ce qu'elle est populaire ? Est-ce qu'elle est sympa ? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'après, il y a une cohérence dans tout ce que la boîte fait. Et l'erreur que les gens font, c'est de croire qu'une boîte, ça doit avoir l'air professionnel. Mais regardez Google, regardez Facebook, regardez Snapchat. Si je vous fais fermer les yeux et que je vous demande d'imaginer à quoi ils ressemblent, on va tous à peu près imaginer la même personne. Google, on imagine un PhD avec un blazer. Hacker, Facebook, on imagine un jeune avec un hoodie qui code la nuit en buvant du Red Bull. C'est des boîtes en fait qui ont réussi à créer un imaginaire. Et d'ailleurs, regardez Mark Zuckerberg, il n'a aucun personal branding. C'est un des hommes les plus puissants qui a le plus de personal branding. Les gens le verraient dans la rue, le reconnaîtraient à peine. Pourtant, tout le monde connaît Facebook. Donc vraiment, la puissance du storytelling dans les marques, c'est un autre game. Pensez Coca-Cola, pensez Dove, pensez Walt Disney, pensez Pixar, pensez, je sais pas quoi, Miyazaki. C'est des marques qui existeront encore dans des centaines d'années, tellement elles sont présentes dans notre vie quotidienne.
Ok, merci. D'autres questions? Oui, une question juste ici. Bonsoir, merci pour vos interventions. Il y a un aspect dont on parle rarement, je trouve, sur le personal branding, c'est que quand on a une start-up et qu'on est trop visible, qu'on est le canal d'acquisition numéro 1 pour sa société, le jour où on veut revendre, il faut changer, il faut switcher, il faut s'assurer qu'on soit revendable. On n'en parle jamais, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, ça, c'est le jour où tous les types qui font du personal branding le regrettent. Hein. Moi, je pourrais vous raconter des histoires là-dessus assez marrantes. J'ai eu à The Family le cas d'un entrepreneur très, très, très incarné qui, du jour au lendemain, on a eu marre de ce qu'il faisait. Et là, c'était la fin du monde. Et en plus, vous savez, un des sujets les plus dingues quand on accompagne des gens qui font des choses intenses, c'est que le problème de l'intensité, c'est que ça rend fou. Et on est fou sur tous les aspects de sa vie. Personne travaille 90 heures par semaine et est sain mentalement. Souvent, on voit les excès des entrepreneurs. Elon Musk est l'incarnation de ça. Tout le monde a un jugement sur Elon Musk. Les gens l'aiment pas, machin et tout. Mais moi, je trouve dingue le manque d'empathie qu'on a envers un type qui travaille 120 heures par semaine à envoyer des fusées, faire un réseau social, etc. Et en fait, ce n'est pas normal de fonctionner à une telle vélocité et bien finir. C'est pas possible. Les rockstars finissent toutes par prendre de la drogue parce qu'elles tiennent pas les concerts, et les entrepreneurs finissent tous fous. Parce qu'à un moment donné, si vous passez 10 ans, 20 ans comme ça dans cette intensité, bah, c'est pas possible que la caboche tienne pas. Et le problème des gens fous, c'est qu'ils sont imprévisibles. Et donc, quand les gens d'un seul coup n'aiment plus leur business, ils peuvent faire des dingueries. Ils peuvent d'un seul coup se réveiller et se dire, en fait ça casse les pieds, allez on arrête. Et ils font passer des millions par la fenêtre. Et ils font passer ça à des gens qui, eux, comptent là-dessus. Par exemple, l'une des conversations les plus interstellaires que j'ai eues de ma vie, moi, c'est une des boîtes qui marchait le mieux de The Family. Le fondateur a dit, ouais, on pourrait vendre, mais c'est trop de paperasse. Et j'ai fait iOSK, parce qu'ils finissent tous par faire iOSK. Et en fait, j'ai trouvé mon vrai purpose. Donc en fait, on va arrêter tout ça. Donc voilà, j'ai envoyé la lettre, on va virer tout le monde. Et en fait, il faut le voir pour le croire. Et de l'extérieur, comme il y a tellement de gens bons en storytelling, c'est un des grands problèmes du monde des startups, c'est que c'est le monde en communication le plus manipulé du monde. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas le nombre de boîtes dont vous avez entendu parler qui ont été vendues, qui en fait ne valent rien. Vous n'imaginez pas le nombre de boîtes qui en fait, vous avez l'impression qu'elles ne marchent pas, mais en fait, elles gagnent des milliards, etc. Parce que ça ressemble vachement au monde du renseignement. C'est-à-dire que vous avez toujours un intérêt dans ce que vous racontez, et vous êtes toujours dans les techniques de deception. Et la deception, ça marche dans les deux sens. Ça marche quand vous voulez paraître plus gros que vous n'êtes, mais des fois quand vous voulez paraître plus petit que vous n'êtes. Et donc, de l'extérieur, les gens n'entendent pas les vraies histoires. Mais quand vous êtes à l'intérieur de la machine et que vous vous rendez compte les dingueries, vous souhaitez, en tant qu'investisseur, qu'il n'y ait pas de personal branding. Je veux dire, le personal branding dans une startup, c'est une liability. Moi, j'ai été pendant 10 ans une liability de The Family. Je veux dire, il n'y a aucun investisseur de The Family qui s'est dit « Putain, c'est génial, Oussama, il est imprévisible. » C'est vraiment faux. C'est exactement ce dont on avait besoin. Mais c'est comme ça. Le problème, c'est que personne ne veut signer pour ce genre de vie. Les gens sains, ils font pas ça. Ils font de l'immobilier. Ils font des trucs où les cash flows sont sains, ils viennent. C'est assez dingue. Vous imaginez, prenez OpenAI, la ChatGPT dont tout le monde parle. Le overnight success, 40 milliards, etc. Vous vous rendez compte que Sam Altman, c'est un entrepreneur qui est CEO de OpenAI et dont les gens parlent assez peu. Moi, je vais vous raconter sa vraie histoire à Sam Altman. Sam Altman, à 22 ans, il crée une boîte qui ne marche pas. La boîte ne marche pas. Il la vend pour $1. Et tout le monde croit qu'il l'a vendue pour 100 millions. Donc, premier décalage de brainstorming, de storytelling. Ensuite, il devient président de Y Combinator. Ça ne se passe pas très bien. Il se fait virer. Et il part comme une failure. De l'extérieur, on dit Sam Altman décidait de faire autre chose que d'être président de Y Combinator. Et ça, les Américains sont super forts à ça. Nous, les Français, on ne sait pas faire.
Les Français, on se fout sur la gueule en public, on se déchire et tout. Les Américains, ils se détestent, ils peuvent pas se parler, mais ils font des communiqués de presse. We wish him the best to spend time with his family. Bon, ok. Et là, le mec, il va créer OpenAI. Et à l'époque, il a un peu de cash parce qu'il a investi dans une boîte par hasard qui s'appelle Stripe. Il a pris un crédit à la conso pour investir $50 000 dans Stripe. C'est-à-dire que le type n'a pas un rond, il a tout raté. Il se dit, tiens, je vais aller mettre $50 000 que j'ai pas en carte de crédit dans une boîte dont personne n'a entendu parler. Les $50 000 deviennent $500 millions. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, franchement, c'est beaucoup d'argent. L'argent, c'est des emmerdes. Donc, je vais me construire un bunker au cas où il y a la fin du monde. Il met $50 millions dans un bunker. Je vais mettre $150 millions en business angel dans une boîte sur la longévité. Je vais mettre $250 millions sur une boîte dans la fusion. Et le reste dans ma boîte d'intelligence artificielle. Puis comme ça, j'aurai plus €1. J'aurais plus besoin de me consacrer à ce truc. Et il passe 8 ans dans une cave à travailler sur un algo de chat qui devient ChatGPT, etc. Qui fait ça? Qui de sain d'esprit a 500 millions d'euros sur un compte et se dit c'est que des emmerdes? Personne de sain ne fait ça. Mais les gens sains, ils font pas OpenAI. Et je pense que c'est ce qu'on oublie dans notre monde, c'est que la folie est un moteur de la disruption économique dont personne ne veut avouer l'existence. Parce que si les gens qui donnaient cet argent à ces cinglés commençaient à venir en public vous dire « Ouais, alors on comprend rien ce qu'ils font, on leur donne de l'argent, de toute façon ils sont complètement fous, de temps en temps ça marche, on a de la chance », si les gens qui donnaient les fonds tenaient ce discours en public, mais les gens paniqueraient. C'est quand même l'argent des retraités américains qui est mis dans ce casino. Mais ça marche. Donc ça tient. Et la faillite de SVB, c'était ça en fait. C'est que d'un seul coup, on s'est rendu compte que le casino, il était nu. Je parle trop, désolé. Moi, j'aimerais rebondir. Je trouve que ta question est très pertinente et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et en fait, pour répondre à cette question, je prendrais le fait que quand tu poses cette question, tu pars du principe que quelqu'un en fait va monter sa boîte et en même temps que son personal branding. Et souvent, dans ces cas-là, c'est très difficile de dissocier son personal branding et sa boîte. Mais il y a des cas succès qui sont quand même assez rares, mais c'est vrai que là, c'est très difficile quand on lance sa boîte et son personal branding en même temps. Par exemple, les influenceurs. Les influenceurs, il y a de nombreux cas d'échecs, comme par exemple Thibaut InShape qui avait lancé une marque de produits de sport. C'était beaucoup trop lié à son image et sa grosse erreur justement, ça avait été de rester trop dans son personal branding au moment de développer sa marque. Et ça a été un gros problème. Mais on a d'autres exemples. Le premier qui me vient en tête, c'est celui de Caroline Receveur, que peut-être certains connaissent, qui a lancé Wonder Tea et qui s'est très bien dissocié, à l'époque où ça cartonnait, de son image personnelle. Donc c'est difficile, mais c'est possible. J'ai vu plusieurs personnes le faire aussi, des entrepreneurs LinkedIn qui ont des grosses images aussi, qui l'ont fait. Mais dans le cas où tu poses ta question, où une personne a déjà son entreprise qui marche très bien, et qu'à côté, elle décide de lancer son personal branding à côté, généralement, il n'y a pas de problème. Parce qu'au final, vu qu'elle a dissocié les deux lors de sa création de notre société et de son personal branding, elle va agencer son personal branding autour de sa personnalité. Et donc c'est très rare, ça arrive que des personnes mélangent leurs valeurs entre celles de l'entreprise et le storytelling et plein de choses. Ça peut arriver, mais ce sont des erreurs. C'est-à-dire que, donc, dépendamment de comment cette question est posée, c'est vrai que quand on lance son personal branding en même temps que sa boîte, si on sort trop tard, si on dissocie trop tard les choses, si on ne se cale pas bien, si on ne recrute pas bien, si on ne fait pas bien les choses, c'est vrai que ça peut nous mettre dans un engrenage de non-retour et on peut avoir des difficultés ensuite à revendre sa boîte, même ne pas pouvoir dissocier son image de la boîte qu'on a montée. Voilà. Parfait, merci. Je pense que c'est OK pour les questions-réponses. Max, fais-moi signe si c'est OK. Moi, je voulais peut-être ajouter une dernière chose. Ouais. En conclusion générale de tout ça, ce que je voudrais dire, c'est que le personal branding, Gary Vee, il en parlait déjà il y a 10 ans, Socrate en parlait déjà il y a des centaines et des centaines d'années, ça a toujours existé, mais on est dans une société, une économie qui est de plus en plus individualiste, il n'y a pas c'est pas négatif, on aime de plus en plus les communications personnelles, et ce qui sera important de noter à la fin, c'est qu'on n'en est qu'au début. Il n'est pas du tout trop tard pour prendre le train. On n'en est qu'au début de cette ère des communications vraiment très personnelles. Et du coup, je vous dirais surtout, n'hésitez pas à vous lancer parce que les gens
on en marre d'avoir affaire à des communications justement très impersonnelles, de masse. On voit même, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, en 2023, on ressent une sorte de fatigue au niveau du contenu court. C'est quelque chose qui revient souvent, et ça c'est quelque chose qui est aussi très intéressant à analyser en termes de personal branding. Les gens veulent du vrai, les gens veulent du long, les gens en ont marre d'être, vous savez, on en a tous marre de scroller à longueur de journée, d'être déconcentrés, d'être plein de choses, et ça c'est intéressant de voir que le personal branding n'en est qu'à ses débuts, mais il va évoluer. Donc peu importe que vous vous jetiez dans le train tout de suite ou plus tard, le fond sera toujours le même, le fond toujours le même, mais la forme va changer, évoluer, mais on n'en est qu'au début de cette ère assez individualiste, mais c'est un mot à définir. Mais donc voilà, pour conclure, en tout cas, lancez-vous et pensez toujours que c'est un pilier de votre communication parmi d'autres. Vous ne devez pas, malgré que ce soit mon expertise, je ne vous recommande pas de baser toutes vos communications sur ça, mais bien comme un pilier de votre écosystème. Et ce sera tout. Merci. Eh bien écoutez, cette conférence prend fin. On va démarrer cette partie networking dans la soirée. Petit rappel donc sur le concept de la cloche, qui j'espère va vous plaire. Et je vous dis à très bientôt. Vous allez recevoir par email ou sur notre page Instagram Maj Agency la date du prochain événement. Au plaisir de vous y retrouver. Bonne soirée à tous.